Bonjour à tous et bienvenue sur Balade parisienne. Cet été, nous abandonnerons le patrimoine parisien pour mieux comprendre l'histoire de Paris, sa puissance, son aura et ses facettes à travers la littérature, l'art, la chanson et divers personnages illustres. Paris est au centre de tous les pouvoirs. Elle est un outil au service de l'État, mais elle est également une femme, un symbole d'amour et de fête, objet de toutes les convoitises. Néanmoins, Paris possède aussi des côtés sombres, faits de nuisances, d'inégalités sociales et de révoltes. Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo présente un Paris médiéval où les pouvoirs sont répartis géographiquement. Le gouvernement se concentre au cœur de l'île de la Cité, tandis que les pouvoirs religieux et intellectuels investissent la rive gauche de la Seine. Le commerce se voit quant à lui réserver la rive droite. Mais cette géographie suffit-elle à conférer à Paris le prestige d'une capitale ? Très lié de par son histoire à la construction de l'État, de la nation et du territoire de la France, son tissu urbain garde gravé dans sa monumentalité de nombreux héritages. Pour autant, la ville connaît ces dernières décennies de profondes mutations urbaines, économiques et sociales. Elle pose en termes nouveaux la question de ses équilibres internes face à un dualisme socio-spatial de plus en plus sensible et de ses liens avec sa banlieue, son agglomération et son grand bassin parisien. Louis Aragon remarquait que personne n'a jamais parlé de Paris comme Victor Hugo. Vérifions par nous-mêmes avec cet extrait. Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte. La Seine, son premier fossé. Dès 1367, la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture, surtout sur la rive droite. Charles V la bâtit. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques, politiques, moraux, intellectuels d'un pays, toutes les pentes naturelles d'un peuple, des puits de civilisation, pour ainsi dire, et aussi des égouts, où commerce, industrie, intelligence, population, tout ce qui est sève, tout ce qui est vie, tout ce qui est âme dans une nation, filtre et s'amasse sans cesse, goutte à goutte, siècle à siècle. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe Auguste. Dès la fin du XVe siècle, elle est enjambée, dépassée, et le faubourg court plus loin. Au XVIe, il semble qu'elle recule à vue d'œil et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville, tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. Au XVe siècle, Paris était encore divisé en 3 villes tout à fait distinctes et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs privilèges, leur histoire. La cité, l'université et la ville. La cité qui occupait l'île était la plus ancienne, la moindre et la mère des 2 autres, resserrée entre elles, qu'on nous passe la comparaison, comme une petite vieille entre 2 grandes belles filles. L'université couvrait la rive gauche de la Seine, depuis la Tournelle jusqu'à la Tour de Nesle, points qui correspondent, dans le Paris d'aujourd'hui, l'un à la Halle aux Vins, l'autre à la Monnaie. La ville, qui était le plus grand des 3 morceaux de Paris, avait la rive droite. Ce n'était pas alors seulement une belle ville, c'était une ville homogène, un produit architectural et historique du Moyen-Âge, une chronique de pierre. 50 ans plus tard, lorsque la Renaissance vint mêler à cette unité si sévère et pourtant si variée le luxe éblouissant de ses fantaisies, Paris fut peut-être plus beau encore, quoique moins harmonieux à l'œil et à la pensée. Mais ce splendide moment dura peu. La Renaissance ne fut pas impartiale. Elle ne se contenta pas d'édifier, elle voulut jeter bas. Il est vrai qu'elle avait besoin de place. Que reste-t-il aujourd'hui de ces vestiges historiques ? Et Victor Hugo avait-il raison d'écrire que Paris est une ville en mutation perpétuelle ? La ville s'organise le long de la Seine, formant 2 espaces distincts, la rive gauche et la rive droite, en dépit de la présence des ponts et des passerelles. Suite au remblai des îles et à la stabilisation progressive des rives, ces dernières s'urbanisèrent et désengorgèrent l'île de la Cité. Toutefois, la grande crue de 1910 montra les faiblesses de cette urbanisation.
En réponse à celle-ci, les autorités lancèrent la construction de plusieurs grands barrages-réservoirs. L'objectif était de régulariser le débit de la Seine et de ses affluents, tels que l'Yonne, la Marne ou l'Aube, et de limiter les crues d'hiver et de printemps. Aujourd'hui, la topographie de la ville est dissimulée par l'urbanisation. Nonobstant, il faut savoir que le centre historique de Paris s'étend dans une large cuvette ceinturée en périphérie par des zones plus élevées, qui en font la ville aux 8 collines. Sur la rive droite se dressent les hauteurs de Ménilmontant, de Belleville, les buttes Chaumont, la butte Montmartre, avec son Sacré-Cœur, les hauteurs de Passy et de Chaillot. Sur la rive sud se trouvent la montagne Sainte-Geneviève et le Panthéon, la butte aux Cailles, les hauteurs de Montparnasse et la porte de Châtillon. La ville est historiquement occupée dès la haute antiquité et doit son nom à un peuple gaulois, les Parisii. Lutèce, petite cité gallo-romaine, se développe entre la montagne Sainte-Geneviève et l'île de la Cité. En 508, après avoir conquis la majeure partie de la Gaule, Clovis fait de Paris la capitale du royaume franc. Néanmoins, il faudra attendre le développement du royaume capétien avec Saint-Louis et Philippe Auguste pour que Paris prenne son essor démographique, économique, intellectuel et religieux, et par conséquent, urbain. À partir de cette date et au-delà des vicissitudes historiques, le sort de la ville est intimement lié aux dynamiques géo-historiques de la construction de l'État, de la nation et du territoire par la monarchie, puis par la République. Sous le règne des premiers Capétiens, la cité prospère, devenant une place importante du commerce du blé, du poisson et du drap. La rive droite devient ainsi le poumon économique de Paris. Elle devient également un centre d'enseignement majeur grâce aux écoles épiscopales, dans un premier temps, puis à partir du milieu du XIIe siècle, aux communautés religieuses qui s'établissent sur la rive gauche. À partir de Philippe Auguste, l'île de la Cité devient le siège de l'administration royale avec le palais de la Cité, la chambre des comptes, les archives royales et le trésor. Les écoles de la rive gauche s'unissent en une université, reconnue par le pape en 1209-1210, faisant de Paris un centre d'enseignement d'Europe occidentale pendant au moins un siècle. La cathédrale Notre-Dame est achevée et la Sainte-Chapelle est rénovée. Un grand marché couvert voit le jour sur la rive droite. Les sphères du pouvoir sont posées et le restent pendant des années. L'île de la Cité est réservée au pouvoir politique, représenté par le palais de la Cité. Le pouvoir commercial est sur la rive droite avec le marché des Halles. Le pouvoir culturel et intellectuel se dresse sur la rive gauche avec ses nombreux collèges et la Sorbonne. Le pouvoir religieux s'éparpille sur les deux rives, avec ses nombreux monastères, ainsi que sur l'île de la Cité avec la cathédrale Notre-Dame et la Sainte-Chapelle. Durant la Renaissance, la monarchie s'inquiète de l'expansion désordonnée de la cité. Une première réglementation d'urbanisme est édictée en 1500. Le rayonnement intellectuel s'accroît. À l'enseignement de la théologie et des arts libéraux s'ajoute un enseignement moderne tourné vers l'humanisme et les sciences au Collège de France. Au XVIIIe siècle, le rayonnement intellectuel de Paris s'intensifie. Une puissance frondeuse s'ouvre aux idées des Lumières, donnant naissance au salon littéraire. Louis XV tente de se réconcilier avec les Parisiens et fait aménager la place Louis XV, l'actuelle place de la Concorde, l'école militaire et une église Sainte-Geneviève, l'actuel Panthéon. La Révolution française débute à Versailles par la convocation des États généraux. Mais les Parisiens, atteints par la crise économique, sensibilisés aux problèmes politiques par la philosophie des Lumières, émus par une rancœur à l'égard du pouvoir royal ayant abandonné la ville depuis plus d'un siècle, lui donnent une nouvelle orientation. Les édifices religieux sont confisqués, puis vendus en tant que biens nationaux. En 1792, la monarchie est abolie. Les travaux d'envergure reprennent sous le Premier Empire, Napoléon Ier voulant faire de Paris une nouvelle Rome. Il ordonne dans ce but la construction des arcs de triomphe de l'Étoile et du Carrousel, ainsi que celle du palais impérial de la Bourse et de la colonne Vendôme. Il demande aux architectes Percier et Fontaine l'édification du palais du roi de Rome, dont seuls les jardins du Trocadéro et le pont de Iéna seront terminés. La Restauration et la monarchie de Juillet se préoccupent peu de l'urbanisme parisien. Le prolétariat ouvrier, en forte expansion, s'entasse misérablement dans les quartiers centraux. Avec l'avènement du Second Empire, Paris se transforme radicalement. La structure médiévale et ses rues étroites et insalubres disparaît. Le 1er janvier 1860, une loi permet à Paris d'annexer plusieurs communes voisines.
La ville passe ainsi de 12 à 20 arrondissements et prend sa forme actuelle en annexant tous les faubourgs des communes jusqu'ici indépendantes. Belleville, Grenelle, Vaugirard, La Villette et bien d'autres. Pendant la Belle Époque, l'expansion économique de Paris est importante. En 1913, la ville possède 100 000 entreprises qui emploient 1 million d'ouvriers. À cette époque apparaissent les premiers cinémas et les grands magasins. Lieu de toutes les spéculations, Paris devient la deuxième place financière internationale. Les expositions universelles de 1889 et 1900 laissent une empreinte dans la ville avec l'édification de la Tour Eiffel, de la première ligne du métropolitain, du Grand Palais, du Petit Palais et du pont Alexandre III. L'industrie se déplace en banlieue. De la Belle Époque aux années folles, Paris connaît l'apogée de son influence culturelle autour des quartiers de Montparnasse et de Montmartre avec l'installation de nombreux artistes. Durant l'entre-deux-guerres, de nombreuses habitations bon marché vont voir le jour à la périphérie de la ville. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la capitale est occupée par l'armée allemande et sera épargnée. À l'approche des Alliés, le général von Choltisse reçoit l'ordre de détruire les principaux monuments de la ville. Par chance, il capitulera sans exécuter l'ordre d'Hitler. Le président de la République, Georges Pompidou, s'intéresse de près à la capitale. Il fait construire le Musée national d'art moderne et la Bibliothèque publique d'information. Sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, seront rasées les halles et édifié le vaste centre commercial et culturel du Forum des Halles. François Mitterrand restera célèbre pour la rénovation du Louvre et l'édification de la pyramide en verre. Quant à Jacques Chirac, il laissa le musée du Quai Branly. Si la structure actuelle du tissu urbain peut paraître désordonnée, elle doit surtout sa forme à la succession de 7 enceintes défensives plus ou moins circulaires, gallo-romaines, carolingiennes, celle de Philippe Auguste, celle de Charles V, celle de Louis XIII, les fermiers généraux et enfin celle de Thiers. Ces enceintes restreignent à chaque fois l'expansion de Paris et l'aménagement de son territoire. Couvrant une superficie de plus de 10 hectares, la ville présente un tissu urbain très dense et relativement homogène. Pourtant, il existe des disparités. Les espaces verts ne couvrent que 5,2% de la surface totale, si on oublie les bois de Boulogne et de Vincennes. La densité moyenne, 33 200 habitants au kilomètre carré, masque également des variations sensibles. Le 11e arrondissement compte en moyenne 42 000 habitants au kilomètre carré. Un peu plus de 30 000 habitants au kilomètre carré dans le 10e, 17e et 18e arrondissement, et seulement 9 700 habitants au kilomètre carré dans le premier. Dès l'Ancien Régime, une dichotomie Est-Ouest va structurer l'espace urbain, politique et social de la capitale. Cette lutte est symbolisée par le populaire et roman faubourg Saint-Antoine à l'est et les hôtels particuliers et aristocratiques du faubourg Saint-Germain à l'ouest. À l'est et au nord-est prédominent traditionnellement les quartiers ouvriers et populaires. Popincourt, Charonne, Saint-Martin, Saint-Denis, La Villette, La Chapelle. À l'ouest prédominent les quartiers aristocratiques puis bourgeois. Gros Caillou, le faubourg Saint-Honoré, le Roule, la plaine Monceau, les Ternes, Chaillot, la plaine de Passy, Auteuil. Cette dichotomie socio-spatiale va se projeter en banlieue pour des raisons topographiques, résidentielles et économiques. La proximité spatiale des lieux de pouvoir et économiques contribue à expliquer l'importance de Paris comme laboratoire des affrontements politiques et sociaux qui structurent toute l'histoire de la ville et du pays. Les révolutions de 1789, 1830, 1848, la Commune de Paris en 1871, les grèves du Front populaire en 1936, les combats de la Libération en 1945, les émeutes et les manifestations en 1968, etc. Dès l'Ancien Régime, puis au XIXe et XXe siècle, le tissu urbain parisien fut l'objet de grandes opérations d'urbanisme et d'aménagement, avec les spéculations foncières qui les accompagnent, surtout sous le Second Empire. Le pouvoir a toujours cherché à faire de Paris sa vitrine, le symbole de sa puissance. Cette constante y explique une accumulation exceptionnelle de monuments et d'activités. Ils sont aujourd'hui un atout pour le rayonnement touristique, culturel et économique de la ville, et même de la région. Paris accueille plus d'1 million de touristes chaque année. Un facteur apprécié de ces derniers, le regroupement des édifices historiques et culturels. Ils peuvent visiter en quelques heures ce qui prendrait plusieurs jours dans d'autres pays.
Ce patrimoine est d'ailleurs l'image de Paris, bien que cette image soit en partie tronquée, car elle ne tient pas compte de l'évolution de la ville. La réalité peut même déstabiliser les touristes, tel le syndrome de Paris chez les Japonais. Je vous lis un extrait du Figaro, publié en 2006. Elle n'a pas tenu toutes ses promesses. La ville lumière les a déçus, surpris, choqués, au point de les rendre malades. Chaque année, une centaine de Japonais sont ainsi frappés par le syndrome de Paris. Forme de dépression aiguë pouvant conduire jusqu'à l'hospitalisation dans 25% des cas, voire le rapatriement. Étudiants, touristes ou hommes d'affaires, personne n'est épargné. Un mal-être méconnu qui sévit aussi à Londres et à Bruxelles. Le cinéma et la publicité leur vendent un rêve et la réalité est perçue comme un choc brutal. Les facteurs déclencheurs changent en fonction des patients. Cela peut être dû à la vue de l'impolitesse des Parisiens ou au choc des cultures. D'autres basculent face à la vue de la saleté dans la ville, réputée pour son programme de désengorgement des rues. Bien évidemment, il y a aussi les vols à la tire, explique le psychothérapeute et psychanalyste Rodolphe Oppenheimer. La rénovation du centre historique de Paris et l'arrivée d'investisseurs étrangers ont provoqué une hausse des prix qui a éloigné les classes populaires et moyennes du centre. Cette relégation vers les quartiers périphériques, la banlieue ou la province accentue les déséquilibres socio-spatiaux de la ville. Ce phénomène se nomme gentrification. Malgré ses 2,2 millions d'habitants, Paris regroupe seulement 18% de la population francilienne. Toutefois, elle organise la première aire urbaine de France. Paris est à la fois un territoire de résidence et de travail. Cet espace est donc très convoité, surtout depuis le milieu du XIXe siècle et l'essor de l'industrie. Cela va aboutir progressivement à une spécialisation sociale et fonctionnelle entre Paris et sa banlieue et au sein même de l'espace parisien entre l'Est et l'Ouest. Tout l'Est parisien a connu un large processus de gentrification avec l'émergence ou l'arrivée de nouvelles couches aisées chassant en banlieue les catégories populaires qui y résidaient. Pour autant, Paris demeure une des villes les plus duales de France. La médiane des revenus moyens atteint les 42 000 € dans le 7e arrondissement contre 19 000 € dans le 19e arrondissement. Si le taux de pauvreté atteint les 25% de la population dans le 19e, il tombe à 8% dans le 7e. Paris est en effet devenue une des villes les plus chères d'Europe et du monde. Le prix moyen d'un appartement a augmenté de plus de 40% en 10 ans, atteignant les 9 070 € au mètre carré. Les prix parisiens sont supérieurs de 30% à la moyenne des 10 premières métropoles de province. Les arrondissements les plus onéreux sont les arrondissements dits historiques. 1er, 3e, 4e, 5e et 6e. Ce montant varie selon les quartiers, l'emplacement du logement, ses qualités architecturales et ses attraits urbains. Par exemple, pour un logement dans le quartier de Notre-Dame, dans le 4e, ou dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e, comptez environ 14 400 € le mètre carré. Pour un appartement dans le quartier Flandre-Aubervilliers, dans le 19e, comptez dans les 6 500 € le mètre carré. Certains logements proposés dans des immeubles haussmanniens ou à proximité de biens de prestige peuvent grimper jusqu'à 43 000 € le mètre carré. Dans ces conditions, les loyers suivent la même pente ascendante. Ces chiffres expliquent le faible taux de propriétaires parisiens, 33%, face à l'importance des locataires, 67%. Dans l'est de la capitale, le taux de propriétaires descend même à 27%, du fait partiellement du poids des logements sociaux. Par contre, il est élevé dans les quartiers UP, 45% dans le 16e et 40% dans le 6e. Un autre chiffre moins connu, le poids des résidences secondaires. 107 000 logements, qui représentent à peu près 8% du parc immobilier. Ces résidences secondaires sont plus importantes dans le centre historique de la capitale, 23% dans les 4e et 8e arrondissements. Elles sont détenues par la bourgeoisie de province, qui y achète un pied-à-terre, par des étrangers qui viennent en villégiature à Paris, voire par certaines familles de banlieue, afin d'obtenir une fausse domiciliation et contourner la carte scolaire afin de permettre à leurs enfants de s'inscrire dans les meilleurs lycées parisiens. Paris est aussi un espace productif qui polarise 1,8 million d'emplois, soit presque un tiers des emplois franciliens.
Si 45% des actifs vivant à Paris y travaillent, la capitale draine aussi des centaines de milliers d'actifs extérieurs qui viennent y travailler ou traversent la capitale pour rejoindre leur lieu de travail en banlieue. Ceci explique l'importance des flux migratoires journaliers dans Paris et dans toute l'Île-de-France. Le trafic cumulé se monte à 4,736 milliards de voyages en 2017, que ce soit par le train, le RER, le métro, le tramway ou le bus. On comprend mieux dans ces conditions la saturation aux heures de pointe des systèmes de transport routier, c'est-à-dire boulevards périphériques, autoroutes et voies rapides, mais aussi ferroviaires, métro, RER, SNCF, qui desservent la capitale. Les profondes mutations sectorielles et fonctionnelles des dernières décennies se traduisent par d'importants bouleversements sociaux. On assiste en effet à la très forte réduction des artisans et des petits commerçants, dont le tissu s'étiole, 5% des emplois, et à la faiblesse des emplois ouvriers, 9%. On assiste par contre à la forte hausse des cadres et professions intellectuelles supérieures, 36% des emplois. Devant les professions intermédiaires, 25%, et les employés, 25%. La rénovation du quartier de Bercy est l'exemple frappant de l'éloignement des fonctions industrielles et ferroviaires au profit de fonctions culturelles et commerciales, avec l'aménagement de la POPB, du cours Saint-Émilion, de la BNF, des universités. La fermeture du marché des Halles dans les années 1970 et le recul du commerce de détail destiné aux habitants dans les quartiers du centre historique a provoqué également un éloignement des fonctions commerciales. Une approche par grande fonction économique permet d'affiner ces analyses. Malgré la présence des grands ministères et des fonctions politiques centrales, aux emplois au total assez limités, il n'y a globalement aucune hypertrophie de la fonction publique dans l'emploi parisien. 10% des emplois, 14% avec l'éducation. Le centre historique apparaît surtout spécialisé dans les fonctions de direction, de commandement et de gestion. Il accueille en effet de nombreux sièges sociaux d'entreprises, malgré la concurrence du pôle La Défense. Cet espace est aussi très spécialisé dans les prestations intellectuelles, 40% du potentiel francilien. Cabinets d'avocats, d'audit, de conseil, services informatiques, publicité, etc. Ces activités, du moins leurs segments les plus stratégiques et souvent très lucratifs, sont souvent localisés dans le Triangle d'Or, c'est-à-dire un espace compris entre le 7e, le 9e et le 17e arrondissement. Ces activités, acteurs et emplois, sont au cœur du processus de métropolisation de la capitale et de sa métropole. Car la surpolarisation parisienne réside moins dans la localisation en son sein des institutions étatiques que dans le rôle joué par les grandes entreprises. L'Île-de-France, dont Paris, compte en effet 80% des sièges sociaux français. Le fait est d'autant plus important que ces firmes sont de plus en plus concentrées économiquement, donc puissantes et influentes, et de plus en plus internationalisées. Les principales firmes transnationales françaises disposent aujourd'hui de plus de salariés à l'étranger qu'en France, faisant ainsi de Paris une ville-monde. Au-delà de la classique présence des ambassades des pays étrangers, ces fonctions sont renforcées par la présence des sièges de deux organisations internationales, l'OCDE et l'UNESCO. On doit donc comprendre que l'essentiel du pouvoir politique, économique et culturel se concentre en France dans un espace compris entre le sud de Boulogne-Billancourt, le parc Monceau et le jardin du Luxembourg. On y trouve aussi l'essentiel des acteurs de l'audiovisuel, public comme privé, Maison de la Radio, France Télévisions, Groupe TF1, etc. Cette concentration géographique du pouvoir se fonde aussi sur la puissance des réseaux interpersonnels, de relations et des carnets d'adresses qui organisent les différents cercles de décision. Cette proximité spatiale survalorise aussi un certain nombre d'atouts métropolitains de premier plan. Clubs, salons ou associations plus ou moins fermés, restaurants de prestige, grands palaces de rang international, etc. Le patrimoine du centre historique de Paris et son historicité confèrent à la capitale française un pouvoir politique, symbolique et d'attraction qui est exploité par le marketing territorial de la ville. Cette réduction de Paris à son centre historique ne présente-t-elle pas toutefois le risque de concentrer les touristes ou les investisseurs dans quelques quartiers au détriment des autres, pourtant plus dynamiques ? Plus largement, préserver le centre historique, n'est-ce pas risque de laisser l'histoire se faire sans lui ?
N'est-ce pas aussi ignorer que l'histoire s'écrit peut-être dans d'autres quartiers et d'autres villes? En d'autres termes, comment préserver le centre historique de Paris tout en préservant le côté ancien, tout en étant moderne et attractif sans se couper de la société? Comment rester ouvert au monde sans se fermer à ses propres habitants? C'est à ces questions que le projet du Grand Paris permettra peut-être de répondre, en espérant que Paris ne deviendra pas prisonnière de son image. Car pour cultiver son image mondiale, Paris doit montrer un visage lisse, réduire le temps de parcours jusqu'aux aéroports, relier les grandes gares entre elles, réduire la pollution, rénover ses monuments. À ce titre, plusieurs débats récents montrent que le processus visant à privilégier l'image mondiale de Paris à celle des habitants de la région est engagé, en dépit des résistances. Parmi les propositions, créer des couloirs pour les taxis sur les autoroutes desservant les aéroports, empêcher les véhicules n'appartenant pas à des Parisiens d'entrer dans la capitale, voire installer un péage à l'entrée de la ville. Je vous remercie d'avoir visionné cette nouvelle vidéo de Balade parisienne. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucune info. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt!